Merci d'être venu à cette soirée, ici invitée par la MAP des Gauguin-Dulis, donc qui est la MAP de Vier pour ceux qui ne sont pas de la région, et puis l'association Terre en Vie et de Vier. Donc ce soir, on va parler de nouvelles technologies avec Édouard Repielli, qui est journaliste indépendant, qui est membre de la rédaction d'un média en ligne qui s'appelle Science Critique. Et il est venu nous parler ce soir de technologie et essayer de répondre à la question un petit peu provocatrice qu'on vous a fait parvenir, qui est comment la technologie a servi-t-elle le monde. C'est pas pourquoi, c'est pas est-ce que la technologie a servi le monde, c'est comment. Donc c'est un parti pris de la part de notre association également. Donc voilà. Avant de peut-être faire un tout petit préambule à la présentation de Édouard, je voudrais faire quelques remerciements. Donc merci à la famille Chevillotte de nous inviter dans leur parc. Merci à la MAP pour le financement, des intéressés de cet événement, de cette journée. Parce que cet après-midi, il faut que vous sachiez qu'on a eu une journée entre agriculteurs et des personnes qui sont intéressées par le monde agricole. On a parlé notamment du rôle de l'industrie et des nouvelles technologies dans la disparition de notre métier. Je remercie le centre socio-culturel qui nous a appuyés pour tout l'aspect logistique. On remercie aussi les cinéastes amateurs viersois qui sont là ce soir nombreux. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui ne souhaitent pas être filmées, essayez d'éviter d'être dans le champ de la caméra ou alors vous faites signe aux vidéastes que vous ne voulez pas être filmé, tout simplement. Merci finalement à la mairie pour nous avoir prêté des chaises, des tables et puis des gagnants. Voilà. Un petit rappel rapide sur les mesures d'hygiène. Donc pour faire cet événement, on est obligé de faire une autorisation en préfecture. Donc le masque, selon cette autorisation et le protocole qui y était associé, est obligatoire. Et puis merci finalement à l'association Terre en Vie, en particulier tous les gens qui se sont impliqués pour le succès de cette journée. Voilà, donc les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, elles sont partout, elles ont envahi nos vies. On a l'impression qu'on ne peut pas y échapper. Si on y échappe, on devient on peut devenir en marge de la société. Certains auteurs que sûrement Édouard citera diront que ceux qui refusent les technologies deviennent des espèces d'hommes à part, une nouvelle espèce, de gens qui ne sont pas augmentés, qui n'ont pas accès à cette quantité phénoménale d'informations à chaque seconde. Donc les technologies, ça a une implication très forte sur le monde, sur nos vies. Et le fait de les accepter, ça veut dire qu'on accepte un type de monde. Ça sous-tend un certain monde. Et donc, à partir de là, c'est quand même, on nous présente, surtout dans les médias en particulier, les avantages et les progrès que peuvent permettre la technologie pour résoudre un certain nombre de crises. Des crises qu'on connaît, comme les crises environnementales, écologiques, sociales, etc. Après cette introduction, je vais passer la parole à Édouard qui va rentrer dans le sujet, approfondir. Merci Fabien. Merci beaucoup pour votre accueil à Terre en Vie et tous les bénévoles qui ont participé à la journée aussi depuis le début. Avant de présenter Science Critique et donc le média pour lequel je travaille, je voudrais donner un petit cadre général de la situation et de ce que moi je sens comme à la fois une nécessité de questionner, une nécessité d'alerter et une nécessité d'agir sur tout ce développement technologique qu'on subit. Le cadre général en tout cas mon cadre, puisque je parle en mon nom, j'analyse beaucoup de choses en fonction du temps, de l'espace, les enjeux d'échelle, de taille,
et des enjeux de complexité, de comment le monde se complexifie. Donc, au niveau du temps, on est soumis à des pressions, le temps s'accélère, on sent que les choses vont de plus en plus vite, souvent. Et ça nécessite de prendre du recul et quelque part de ralentir sur ces évolutions qui vont toujours plus vite et qui sont peu questionnées. Ensuite, au niveau des questions d'échelle, c'est la question d'une forme de saturation du monde. Il y a un chiffre important par rapport pour nos lieux de vie, c'est que en 2008, c'est l'année où le monde vit de plus en plus en milieu urbain et de moins en moins à la campagne ou dans des villages. Donc c'est la zone barrière. On se concentre de plus en plus dans des grands centres urbains. Donc réfléchir à les enjeux d'échelle, de taille, qu'est-ce qui est bien proportionné, quels sont les milieux de vie ou les équilibres qui correspondent le mieux pour nous. Et ensuite, au niveau de la complexité, c'est que les choses se complexifient aussi de plus en plus. On rajoute des couches techniques ou des couches d'évolution. Et du coup, on perd la notion de simplicité. Donc on parle beaucoup de low-tech, maintenant de basse technologie, de comment faire plus simplement, lutter contre les obsolescences programmées qui viennent sur les différentes évolutions techniques. La notion de réparabilité aussi, de rendre les choses réparables, donc plus simples par rapport à des gros outillages très complexes. Donc voilà, c'est un peu le cadre général, le fil rouge, moi, de ces, voilà, à chaque fois de ce qui m'anime dans mon travail. Donc à la fois, voilà, c'est une logique d'accélération, de saturation de l'espace et de complexité. Comment réussir à diminuer, à baisser pour avoir plus le temps de sentir ces évolutions et d'éventuellement s'y opposer, les contrer, etc. Alors je vais présenter rapidement Science Critique, donc les médias. Ça va au niveau du son? Ça, c'est pas trop fort. Science Critique est un site d'information et de réflexion critique sur les sciences et les techniques, qui est né en 2015. Donc on fête nos 5 ans cette année. C'est un média indépendant et participatif qui a été créé à l'initiative d'Anthony Laurent. C'est un média qui fonctionne sans publicité, et nous ce qu'on veut c'est faire du journalisme lent, c'est-à-dire prendre du temps sur le recul d'une actualité médiatique qui va toujours de plus en plus vite. Et en gros la ligne éditoriale, la raison de l'existence de Science Critique, c'est de repolitiser la question des sciences et des techniques. Donc que les citoyens aient leur mot à dire, ou qu'ils puissent comprendre pourquoi il y a ces évolutions. Puisque en gros, les productions de laboratoire, les applications industrielles ont un tel impact, en fait, ont de telles conséquences sur nos vies que nous, on doit savoir, essayer de comprendre, avoir des clés, en tout cas un boulot de journaliste, mais un boulot comme c'est un site participatif, que voilà, chaque personne aussi puisse participer et avoir des clés pour comprendre. Voilà. Le site donne la parole, bien sûr, à des penseurs critiques des sciences, penseurs critiques des techniques, qu'ils soient universitaires ou non universitaires, et donc on offre des tribunes d'expression, puis à notre propre travail de journaliste. On a, bien sûr, la journée est consacrée à la technocritique. Donc la technocritique fait partie de la ligne éditoriale de Science Critique, questionner ce développement technicien global. Mais plus spécifiquement sur les différentes dossiers sur lesquels on a travaillé, les différentes missions qu'on a menées à bien, mis à jour. En 2019, on a organisé une grande journée consacrée à la technocritique à Paris, où on a eu 10 intervenants, des universitaires, des activistes, des journalistes. La première grosse table ronde, ça s'appelait « Pourquoi et comment critiquer la technologie à l'heure de la crise sociale et écologique ». En 2018, on a fait un grand dossier consacré au transhumanisme. Donc j'imagine que vous voyez à peu près, mais si on pourra en reparler. À cette occasion, j'avais fait un grand entretien avec Pièces et Main-d'œuvre. Vous avez le manifeste, la passe sur la table, le manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme. Et Pièces et Main-d'œuvre est un collectif grenoblois qui fait des enquêtes depuis le début des années 2000 dans la cuvette grenobloise pour comprendre
analyser, critiquer, enquêter sur tout le développement technoscientifique qu'il y a eu à Grenoble. Dans les technologies de l'information, bien sûr, il y a l'informatique avec l'intelligence artificielle dans son cœur. Et l'intelligence artificielle, puisqu'elle est mise à toutes les sauces médiatiquement, elle pousse vers une poursuite de l'informatisation accélérée de la société, dans l'idée d'un monde sans contact. Il y a une petite brochure d'ailleurs du collectif Écran Total et d'un groupe espagnol, Ecologistation en Acción, qui s'appelle « Ne laissons pas s'installer un monde sans contact », qui est sur la table là-bas, et c'est un très bon texte, qui est plus large qu'au moment de l'appli Stop Covid, mais c'est né de l'appli Stop Covid, finalement, qui a fait un flop complet en France, mais qui voulait être imposé voilà, comme solution à la crise sanitaire ou comme éventuelle solution. On parle des véhicules autonomes aussi, la conquête spatiale, bien sûr, conquérir des exoplanètes, aller voilà, toujours plus loin. On parle de géo-ingénierie, donc tout ce qui est modification artificielle du climat, les énergies vertes, dites vertes, dont par exemple les éoliennes industrielles, des fermes intégrales de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, donc toutes ces mots ou ces concepts qui sont lancés, enfin, c'est plus que des mots, hein, c'est propulsé dans l'espace public. On parle aussi de l'hydrogène, ça vient très fort en ce moment. Puis le concept assez fumeux d'économie hydrogène, avec des nouvelles promesses technologiques. Donc ça serait l'une des grandes utopies technologiques. Il y a des programmes de recherche massifs avec énormément d'investissements en ce moment. On parle de décarbonisation du transport aérien grâce à l'hydrogène, même si on pourra faire fonctionner les avions avec l'hydrogène. Donc tous ces mots, cette sémantique, sous couvert d'une économie, on parle d'économie immatérielle, de société du partage, de société de l'information. Et en réalité, ça masque souvent des coups d'accélérateur, des poursuites, des acceptations, des lignes de force qui sont déjà à l'œuvre. Donc, on oppose souvent, il y a une opposition entretenue par les médias entre les technophiles et les technophobes. Donc ceux qui seraient adorateurs de la technique, et les technophobes, ceux qui en auraient peur. C'est souvent ce qu'on retrouve, alors qu'en fait, il est nécessaire d'être technocritique, mais au sens noble du mot critique, d'interroger la notion de progrès technique. Qu'est-ce que l'imaginaire du progrès, avec un grand P, hein, le progrès qu'on nous vend, le progrès qu'on n'arrête pas, le progrès qui va toujours plus loin. Interroger l'expansion numérique, la mise en place des nouvelles machines à gouverner, ce que Pièce et Main-d'œuvre appelle les nouvelles machines à gouverner, c'est-à-dire des formes de fonctionnement cybernétique de la société, ou une société de commande où tout serait commandé, voilà, et c'est un peu le rêve de certains idéologues et certaines personnes de pouvoir. Donc il faut analyser et comprendre la place qu'occupe la science et les techniques dans la dynamique du capitalisme industriel. Parce que pour pouvoir agir sur quelque chose, il est nécessaire de le penser individuellement, mais également collectivement avec d'autres personnes. Des gens proches, de la communauté, de la famille, pouvoir partager en tout cas pour mieux comprendre les évolutions. Le monde, en fait, ne peut pas se transformer à une telle vitesse sans que des points de vue, y compris critiques, ne puissent s'exprimer et faire opposition ou faire blocage si on juge que c'est nécessaire de faire blocage à tel ou tel type d'évolution. Le travail de François Jarige, François Jarige qui est un historien de Bourgogne, qui a écrit un ouvrage de référence en France qui s'appelle Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences. Le travail de François Jarige a permis de montrer qu'il y a des oppositions, des rejets
des plaintes liées à ce développement technicien et qu'il y a des alternatives à un progrès technique qu'on juge ou qui est supposé inarrêtable. Et quand il y a des protestations contre un projet technologique ou un dispositif particulier, ce n'est pas contre la technique en général, mais les personnes, les groupes, les acteurs, les personnes d'une communauté, d'un village, les gens qui s'opposent, qui protestent, se prononcent en faveur de la préservation de leur travail, de leur environnement, de leur mode de vie. Parmi les grands penseurs de la technique, donc Jacques Ellul, Ivan Illich, Bernard Charbonneau, Lewis Mumford, ont très tôt développé un discours critique. Mais cette critique est longtemps demeurée marginale, marginalisée, à l'écart du débat public, on pourrait dire sous le couvert médiatique. Même si cette critique a été plus forte dans les années 70 et qu'elle est réactivée aujourd'hui. Donc maintenant, je vais aborder, on va essayer de débusquer ce lieu commun sur la technique, donc la fameuse dite neutralité de la technique, et montrer qu'il y a une réelle ambivalence de la technique. On peut dire que nos sociétés modernes, actuelles, principalement industrialisées, celles que nous connaissons, nous, ici, hyper technicisées, se sont transformées en colosses au pied d'argile. En fait, elles ont acquis une telle puissance qu'en fait, il y a une forme de retour de bâton, de fragilité de leur puissance. Jacques Ellul, qui est un sociologue de la technique, alors je ne sais pas si Jacques Ellul, ça parle à beaucoup de monde, ou si vous avez déjà entendu le nom de Jacques Ellul, qui est un sociologue de la... Oui. C'est un sociologue et un théologien. Ouais. Il y a une œuvre sur la sociologie de la technique et il a aussi écrit des œuvres sur une... Oui. Et il a montré dans sa trilogie, donc il a écrit 3 livres sur sa grande trilogie sur la technique. Il y a La technique ou l'enjeu du siècle en 1954, Le système technicien, où il théorise vraiment comment la technique fait système en 1977, et Le bluff technologique en 1988. Et en 54, dans La technique ou l'enjeu du siècle, en fait, Jacques Ellul montre que le phénomène technicien, en fait, c'est le fait de rechercher en toute chose la méthode la plus efficace. Donc on se retrouve à toujours avoir cette vision. Le système en lui-même impose des objectifs d'efficacité et qui ne sont pas en accord forcément avec nous, nos objectifs humains de développement ou de ce qu'on souhaiterait. Donc l'une des grandes caractéristiques du progrès technique, c'est son ambivalence justement. Le progrès technique se paie, on n'est pas dans un jeu à somme nulle en fait. Il n'y a pas de neutralité de la technique dans le sens, on nous présente toujours la technique comme allant de soi, neutre, où cela dépendrait des usages, de comment on l'utilise, etc. On pourrait donc soit faire le bien, soit faire le mal avec la technique. Excuse-moi de te déranger, ouais. Mais en fait, il y a des gens qui parlent parce qu'ils entendent mal, donc je vais mettre plus fort. Oui, donc le lieu commun sur les usages de la technique. En fait, en gros, on pourrait faire le bien ou le mal, en fait, en fonction des usages. Il y a les bons et les mauvais usages. C'est-à-dire un couteau peut servir à couper du pain, mais pourrait servir à tuer quelqu'un, en fait. Alors que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'effectivement la technique est ambivalente, c'est-à-dire les bons et les mauvais usages arrivent ensemble. Il y a un phénomène systémique, on ne peut pas isoler un effet d'un autre. Et les effets néfastes sont inséparables, donc des effets bénéfiques. Et on pense au plastique, à l'automobile, au téléphone portable, aux engins mécanisés. Il y a bien sûr des effets qui apportent une amélioration, ou en tout cas sur certains points des gains, mais il y a plein d'effets négatifs. Donc la technique n'est également pas neutre, parce qu'elle rétroagit sur la façon dont nous vivons, alors même que les innovations techniques qui sont créées dans des bureaux d'études, par des gens qui sont souvent hors sol, coupés de la réalité, voilà, il y a des réflexions qui sont faites un peu en surplomb de nos vies et qui s'imposent ensuite à nous. Donc il y a forcément une non-neutralité là-dedans, parce qu'on n'a pas choisi. D'autre part, il y a des grandes différences au sein même des techniques. Donc il y a des techniques dites douces, des techniques dites dures. Donc Lewis Mumford, qui est dans Technique et Civilisation et d'autres ouvrages, lui parle de techniques démocratiques et des techniques qui seraient autoritaires. Il y a
bon, alors on ne va pas rentrer dans un débat très théorique sur la technique, mais il y a beaucoup voilà, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a les outils, les machines, les technologies au sens de technique moderne, high-tech, donc quelque chose de très technologique qu'on ne peut pas se réapproprier soi-même. Un outil, on pourrait se le réapproprier. Une machine, il y a déjà plus de complexité. Et la high-tech, dans ce cas-là, on n'a pas de prise dessus. Pour Ivan Illich, qui est un penseur critique de la technique, un précurseur de la décroissance aussi, il y a des techniques conviviales. Et la technique conviviale, c'est une technique qui n'enlève pas d'autonomie à l'être humain, si elle lui donne de l'autonomie sans nuire aux autres et à la nature. Donc je vais faire un petit point sur Ivan Illich. J'ai des courts extraits d'un de ses ouvrages principaux. Illich, donc il est décédé en 2002, il parle de contre-productivité du développement technique. Alors, il critique la société industrielle qui serait entièrement vouée à l'expansion, avec toujours une recherche continue de croissance. Et pour lui, quand il parle de contre-productivité, c'est à partir d'un certain seuil, les effets positifs ou supposés positifs des institutions, donc des appareils techniques qui se sont implantés, s'inversent, c'est-à-dire les effets positifs s'inversent et vont à l'encontre des objectifs qui étaient prévus. Donc, quand il parle d'institution, il parlait de l'école, par exemple. Il a écrit un livre qui a été traduit en français, Une société sans école, même si c'est un peu une mauvaise traduction, puisque c'était Deschooling Society, c'était plutôt déscolariser l'école, mais ça a été traduit par une société sans école. Et donc pour lui, à partir d'un certain seuil, l'école formate et favorise l'ignorance en rendant incapable l'homme d'apprendre par lui-même. Pour la médecine et les politiques de santé, quand on pense au poids notamment de l'industrie pharmaceutique, qui est l'industrie la plus profitable au monde, plus profitable que l'industrie bancaire. Ça c'est un petit aparté, mais la médecine et les politiques de santé finissent par développer plus de pathologies qu'elles n'en soignent. C'est en tout cas les analyses qu'il avait. Pareil pour l'automobile. L'automobile fait, tout compte fait, perdre plus de temps que d'autres modes de transport. Par exemple que le vélo ou des transports plus conviviaux par rapport à l'automobile individuelle. Puisque si on comptabilise le temps qu'on a mis pour travailler, pour acheter son automobile, voilà, l'énergie que ça nécessite, le tout cumulé, en fait, on aurait mieux fait d'utiliser d'autres modes de transport. Et il parle surtout aussi de l'automobile en ville, ce qu'il appelle les autos immobiles, puisque 95% du temps, les voitures dans les centres urbains ne servent pas, en fait, elles ne servent que 5% du cas, donc ça devient des autos immobiles. Donc il y a des effets vraiment de contre-productivité, parce qu'après, si on a un véhicule, c'est pour s'en servir, si on s'en sert plus à la campagne, c'est plus logique, puisqu'on a des longs trajets, etc. Donc on se sert de sa voiture, là elle devient plus utile au sens premier de l'utilité. Donc il avait une grande réflexion sur comment retrouver de la convivialité. Donc pour lui, convivial, donc je cite, c'est une citation, convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Il souhaite je mets des guillemets encore, une économie en équilibre stable avec le monde qu'elle habite. Et donc, pour lui, il faut un frein à la croissance qui artificialise et détruit le monde. Donc, quelques extraits donc, de son livre qui s'appelle La convivialité. C'est un livre écrit en 1973. Je cite. J'entends par convivialité l'inverse de la productivité industrielle. Chacun de nous se définit par sa relation à autrui et au milieu et par la structure profonde des outils qu'il utilise. Ces outils peuvent se ranger en une série continue avec aux deux extrêmes l'outil dominant et l'outil convivial. La relation industrielle est réflexe conditionné. La relation conviviale, toujours neuve, est le fait de personnes qui participent à la création de la vie sociale. Passer de la productivité à la convivialité, c'est substituer à une valeur technique une valeur éthique. Donc Illich parle ensuite de la notion de liberté individuelle, des relations qu'on entretient à chaque fois qu'on produit quelque chose. Et pour lui, lorsqu'une société, n'importe laquelle, refoule
la convivialité, alors c'est une phrase un peu compliquée, mais c'est quand même une belle phrase. Lorsqu'une société, n'importe laquelle, refoule la convivialité en dessous d'un certain niveau, elle devient la proie du manque, car aucune hypertrophie de la productivité ne parviendra jamais à satisfaire les besoins créés et multipliés à l'envi. Oui. Lorsqu'une société, n'importe laquelle, refoule la convivialité en deçà d'un certain niveau, elle devient la proie du manque, car aucune hypertrophie de la productivité ne parviendra jamais à satisfaire les besoins créés et multipliés à l'envi. En gros, ça sous-tend que moins c'est convivial, plus on se laisse aller à des produits de consommation produits en grande quantité, facilement accessibles, etc. Et du coup, on perd en convivialité, en rapport humain ou en appréhension sensible de notre propre milieu. Après, il y a un dernier extrait, donc je lis un dernier extrait. Nous voici à l'âge des hommes-machines, incapables d'envisager, dans sa richesse et sa concrétude, le rayon d'action offert par des outils modernes maintenus dans certaines limites. Dans l'esprit de ces hommes, nulle place n'est réservée au saut qualitatif qu'impliquerait une économie en équilibre stable avec le monde qu'elle habite. C'est la phrase que j'avais citée précédemment. Donc une économie en équilibre stable avec le monde qu'elle habite. Dans leur cervelle, donc dans la cervelle des hommes-machines, dans leur cervelle, nulle case ne s'offre pour une société libérée des horaires et des traitements que lui impose la croissance de l'outillage. L'homme-machine ne connaît pas la joie placée à portée de main dans une pauvreté voulue. Il ne sait pas la sobre ivresse de la vie. Une société où chacun saurait ce qui est assez serait peut-être une société pauvre. Elle serait sûrement riche de surprises et libre. Après, ça soulève effectivement encore tout ce qu'on voit, ce qu'on gagne en confort, on le perd parfois en liberté. Donc c'est la balance, à quel prix on a ce confort. C'est des questions qu'on peut se poser d'ailleurs tous au niveau de ce qu'on constate comme uniformisation des choix, dépendance à certaines choses qui nous offrent quelque chose mais qui nous rendent dépendants par d'autre côté, des rapports d'exploitation, l'impuissance, etc. Après, il parlait aussi de tout ce qui est processus physiques, mentaux, sociaux. Maintenant, je vais aborder les pistes, certaines pistes de résistance. En tout cas, ce qui nous apporterait justement, puisqu'on parle de liberté, en résistant à avoir plus de liberté, qu'est-ce qui nous permet d'être plus libre. La journaliste et activiste Célia Isor, qu'on avait reçue dans nos journées technocritiques en mai, parle, elle, d'une capacité salutaire d'interruption. Donc, dans ce qu'on doit, si on juge néfaste certaines évolutions, comment on s'oppose à elles. Elle a beaucoup étudié le ludisme. Alors, le ludisme en Angleterre, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le ludisme. Alors, les ludites, c'est les débuts au moment de la révolution industrielle, c'est les débuts de l'opposition. Certains ouvriers anglais se sont opposés au métier à tisser, qui allait leur voler leur boulot dans les années 1810, 1811, 1812. Il y a eu une très très forte répression, parce que du coup, le ludisme, ils sabotaient les nouvelles machines, ils cassaient les machines. Beaucoup de ces ouvriers ont été très fortement réprimés, envoyés au bagne, il y a eu des exécutions. Et ça s'appelle le ludisme aussi parce que c'est le général Ludd, c'est une figure un peu mythique. Et Ned Ludd, on ne sait pas réellement s'il a existé, mais du coup il se fédérait autour de cette figure, et donc ça est devenu le ludisme, avec 2 T. Le ludisme. Et les ludites, pour eux, c'était la nécessité de s'attaquer aux machines qui étaient nuisibles à la communauté. Donc c'est pas l'idée de s'attaquer à toute la technique, à toute forme d'évolution technique, c'est on s'attaque aux machines si on juge qu'elles deviennent nuisibles à notre mode de vie communautaire. Et dans ces évolutions, là on voit que le numérique prend une part énorme dans nos vies, comme Fabien l'a rappelé au début. C'est notre souci de liberté qui nourrit notre capacité à résister.
Et là, récemment, en France, il y a eu la révolte contre les compteurs Linky, où tout le monde en a entendu parler. Et effectivement, ça a permis à plein de gens très différents qui ne se posaient pas forcément des questions sur la technique ou d'autres. Ça a fédéré des luttes, puisqu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas vraiment de... les arguments en faveur du compteur Linky sont minces, voire quasi inexistants, puisqu'on peut citer les arguments contre ces compteurs. D'abord les licenciements, puisque les employés d'Enedis, notamment les personnes chargées du relevé des compteurs, ça fera des suppressions d'emplois, ça permettra de supprimer des gens, puisque les relevés seront informatisés aussi à distance dans les centres. Ça enlève toute possibilité de rapport humain aussi, c'est des relevés à distance. Avant, certaines familles qui se faisaient couper l'électricité, quand des personnes qui relevaient les compteurs pouvaient discuter avec, éventuellement l'employé d'EDF ou d'Enedis qui venait pouvait dire non, il laissait tourner le compteur, etc. Ça, c'est plus possible avec à distance quand il y a des coupes directes. Ça, c'est un premier licenciement et perte de rapport humain. Ensuite, les compteurs sont polluants à fabriquer, bien plus polluants que les anciens compteurs, puisqu'ils ont plus de composants, de plus haute technologie. Donc on se demande bien pourquoi on met à la casse plein de compteurs qui sont existants, 35 millions de compteurs en France. Ça, c'est aussi ça choque. Ensuite, il y a l'obsolescence et l'incitation à la surconsommation, puisqu'effectivement, ils vendent les compteurs Linky comme permettant un meilleur contrôle de notre consommation et aussi pouvoir contrôler la consommation de nouveaux objets. Donc ça rend les compteurs Linky compatibles avec tous les objets connectés qu'on veut nous vendre, les frigos connectés, la domotique, plein de choses. Donc voilà, des frigos qui commanderaient eux-mêmes les œufs ou le lait, c'est d'une grande utilité. Et voilà, toute la vague des objets connectés qui serait le nouveau parc électronique qui viendrait renouveler notre quotidien. Ensuite, il y a la pollution électromagnétique aussi, effectivement, puisqu'il y a des ondes. Donc il y a le courant porteur en ligne, mais ça fait un nouveau champ électromagnétique dans la maison, sans compter les concentrateurs, puisque c'est les bornes qui concentrent après les différents compteurs, donc les gens qui sont à proximité d'un concentrateur, il y a encore plus d'ondes. Donc après, il y a l'électro-hypersensibilité, certaines personnes sont plus sensibles ou pas, ça a été reconnu. Donc forcément, des gens qui sont plus soumis à cette électro-hypersensibilité, pour eux, c'est un problème qui est plus grand. Ensuite, il y a la surveillance, donc le profilage marketing et le big data, puisque en fait, si on a une connaissance très fine de votre consommation énergétique chez vous, du coup, on va pouvoir vous vendre certains types de biens, pas d'autres, donc il y a toute l'information qui remonte. Donc ils nous vendent ça comme avec des arguments pseudo-écologiques, mais on voit que cet argument pseudo-écologique ne vaut quasiment rien. Et les plupart des enquêtes qui ont été faites sur le compteur Linky montrent bien aussi que ça se joue sur des rapports économiques. Donc c'est pour pouvoir mieux gérer les flux d'électricité énergétique, donc c'est pour mieux gagner de l'argent sur le marché de l'énergie, les marchés européens, les marchés mondiaux. Donc en fait, donc c'est un gâchis, et ça, les Français n'ont pas été dupes, en tout cas une grande partie des Français se réveillent, il y a plein de maires, il y a des communes anti-Linky, etc. Donc on peut s'opposer, et ce qui est vrai, c'est que le fait pour Enedis d'avoir rendu ces compteurs obligatoires, c'est ça qui a fait se réveiller les gens. Parce que peut-être qu'en ne les rendant pas obligatoires, en y allant en petite dose par petite dose, ça n'aurait pas réveillé les gens. Donc finalement, ils ont fini par jouer contre eux, et cette vague d'opposition, ça montre que c'est un espoir, des gens se réveillent, et c'est super. La 5G, je fais un petit point sur la 5G, donc la 5e génération, alors que la 4e génération d'antenne mobile n'est pas utilisée à son plein potentiel. Donc on passe déjà à la 5G pour passer à la 6G ensuite, puis quand on arrivera à la 13G, on sera tout électrique, on pourra danser tout seul. Donc c'est la 5e génération, elle est vendue pour avoir des téléchargements plus rapides de vidéos, pour que les choses soient plus rapides, alors qu'en a-t-on réellement besoin. Et l'argument santé dont parlait Fabien au tout début est aussi avancé. Mais en fait, les enjeux de la 5G, c'est le big data et c'est la vente des mêmes objets connectés. C'est pour que ça soit plus rapide et passer à des nouvelles générations d'objets électroniques, donc racheter du matériel qui a déjà été polluant à produire sur la première génération précédente,
Donc voilà, voilà, en termes de rayonnement aussi, il y a des antennes qui s'installeraient à proximité, donc ça demande un plus gros réseau d'antennes avec un rayonnement 10 à 100 fois plus puissant que celle qui existe aujourd'hui, et en plus des réseaux de satellites qui commencent à installer en basse orbite. Donc il y a Elon Musk avec son projet Starlink, il y a la constellation OneWeb à Toulouse, où déjà dès l'année dernière ils sortaient 2 satellites par jour de la production. Donc en gros ils veulent remplir l'espace de satellites. Donc ça, on va voilà, c'est pas voilà, les gens se rendent compte, c'est pas réjouissant. Les astronomes se plaignent parce que c'est très difficile de faire des observations, il y a des alertes de scientifiques, il y a un appel international. En gros, il y a de grosses raisons de s'opposer à la 5G. Donc toujours avec un discours de ça va être plus rapide, de ça va être plus rapide, ce sera une société plus fluide, vous allez pouvoir télécharger vos vidéos plus rapidement, la médecine sera plus performante, etc. Donc toujours cet impératif très compatible avec la Startup Nation de notre cher président. On voit bien qu'il y a toujours un enrobage, donc toujours un discours sémantique, donc un emballage sémantique, pardon. Pareil pour là plus directement sur le service public qui concerne tous les Français, on parle de dématérialisation du service public, alors que ça consiste à informatiser à tour de bras, à rajouter des machines, à rendre les fonctionnaires, la ministre récemment vient de parler de donner un sac à dos informatique à chaque fonctionnaire, donc ça les rend de plus en plus, on ne dématérialise pas quelque part, c'est un enfumage, puisque c'est complètement matériel. Les ordinateurs, on fait encore plus d'ordinateurs. Alors certes, il y a moins de papier, mais il y a aussi beaucoup moins d'humains. Quand on parle de technocritique au sens large et de critique de la technologie, au sens strict, la technocritique, c'est la critique des machines et des technologies. Mais au sens large, c'est la critique non seulement des infrastructures matérielles, mais également une critique des procédures et des dispositifs immatériels. L'organisation du travail, le management, les relations publiques, la bureaucratie, le développement des techniques juridiques aussi, le développement du droit. En gros, une critique de tout ce qui est processus de rationalisation, tout ce qui rationalise. Donc le droit, je viens de parler du droit, le droit est une technique. On le voit se déployer, mais en tout cas une certaine vision du droit se développe. Ça se matérialise dans ce qu'on peut appeler la stratégie du choc. Après un événement, on fait passer des nouvelles législations. Par exemple, le 15 novembre 2015, en France, l'état d'urgence, la loi sur l'état d'urgence, qui a été passée après les attentats, dans le cadre de la COP 21, a permis d'arrêter des activistes écologistes. Il y a 24 arrêtés, placés en résidence surveillée, mais 24 activistes écologistes ont été placés en résidence surveillée, sans mandat judiciaire. Il y a eu de nombreuses perquisitions, saisies d'ordinateurs, d'affaires personnelles, etc. Alors que juridiquement, la loi était censée être là uniquement pour des matières de terrorisme et de sécurité. Mais même François Hollande l'a reconnu, d'ailleurs, il a dit oui, c'était bien pratique pour réprimer les mouvements sociaux et les écologistes. Donc on se retrouve avec des techniques des techniques judiciaires en tout cas qui changent. On pourrait parler aussi de la lutte à Bure, donc le site d'enfouissement CIGEO, site d'enfouissement de déchets nucléaires, où il y a aussi un fort laboratoire répressif qui s'est abattu sur les militants. Voilà, pour des gens qui luttent pour la défense d'une forêt, luttent sur un gros projet d'enfouissement nucléaire. Voilà, ça paraît disproportionné, mais voilà, il y a eu une réelle répression organisée. On parle de laboratoire répressif, ça semble très juste. Fabien, tu voulais que je parle un peu des gilets jaunes aussi. En ce qui concerne le grand mouvement social des gilets jaunes, le système technicien a été utilisé contre ce mouvement. On parle de judiciarisation, de criminalisation. Effectivement, actuellement, il y a toujours 800 gilets jaunes qui sont en prison.
voilà, c'est un renforcement comme jamais il y avait eu. Il y a eu des directives de la ministre de la Justice, Madame Belloubet, c'est-à-dire que des primo-manifestants, des retraités par exemple, qui sur un coup de colère, des problèmes, etc., ont jeté une pierre dans une vitre, un pavé dans une vitre, etc., ont pris de la prison ferme, ce qui n'arrivait jamais avant de cette manière-là, pour juste, voilà. Même si effectivement, on pourrait dire qu'il y a une infraction qui est caractérisée, il y a tout un appareillage de directives qui se sont abattues sur la plupart des gens et qui ont été très répressives. D'autant plus qu'il y a certains innocents aussi dans le lot, puisqu'il y a aussi des arrestations. Alors, effectivement, parfois il y a des gens... Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Après, on pourra parler, parce que j'ai travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes, j'ai été aussi en manifestation avec d'autres journalistes, donc si jamais il y a des questions lors du débat, on pourra parler de ce mouvement des Gilets jaunes qui a d'ailleurs repris aujourd'hui. Ensuite, au niveau des pistes de résistance, de l'engagement face à des développements technoscientifiques qu'on juge néfastes, reprendre les rênes en fait sur le contrôle sur notre environnement direct, c'est-à-dire notre milieu de vie. Ce que disait GB Doyon avec l'an 01 dans les années 70, on arrête tout, on réfléchit, c'est pas triste, c'est-à-dire on fait un point, on arrête cette course folle en avant, cette fuite, et voilà, on se pose. Après, il y a différentes pistes. Moi, j'en ai déjà parlé dans différentes interventions, mais bon, il y a tout le courant de pensée de la décroissance avec différentes chapelles, mais bon, qui amène à se questionner sur justement cette fuite en avant technologique et économique. Il y a le développement des écolieux, des écovillages, de toute cette dynamique de gens qui se retrouvent, qui recréent des choses à plus petite échelle. On peut parler des ZAD aussi, donc des zones à défendre. Il y a des zones encore plus poussées, on peut parler d'anarcho-autonomie, etc. Il y a des expériences qui seront encore plus poussées. Et après, au niveau directement, j'ai parlé tout à l'heure du ludisme, il y a le néoludisme aussi. Donc c'est les pistes de gens qui vont directement saboter, bloquer des usines, des installations, etc. Avec toujours une ligne rouge, parce que effectivement, dans ces pistes-là, forcément, dès qu'on enfreint la légalité, etc., la ligne rouge, c'est, en tout cas pour moi, c'est ne pas s'attaquer à aucun être vivant, donc ne pas blesser des animaux, des êtres humains, etc. Donc c'est aussi des pistes de sabotage. Un mouvement comme DGR, donc Dim Clean Resistance, il y a une petite plaquette là-bas, défend, théorise les manières de faire, d'agir pour s'opposer. Ensuite, Hugo parlait au tout début de la journée de redévelopper des communautés d'entraide, donc de réactiver des communautés d'entraide, et que si on vise des formes d'autonomie, donc d'être plus autonome, elles ne peuvent être que collectives. Donc c'est aussi des pistes de voir se rassembler, des communautés affinitaires, trouver des meilleures manières pour pouvoir résister à certaines évolutions qu'on juge néfastes toujours. Et face à l'enfumage médiatique, donc à des propos largement propagandistes sur l'intelligence artificielle, la Smart City, la domotique, où on va vous vendre, votre frigo commande lui-même des œufs, commande à votre place. Ça n'a pas de nécessité à mon sens, mais bon, elle s'est vendue tellement comme cette société qui va toujours plus vite que on voit qu'il y a deux visions du monde opposé qui se font face quelque part sans être manichéen, mais en gros, voilà, il y a quelqu'un comme Bill Gates, donc le fondateur de Microsoft. Pour lui, il a prononcé cette phrase: le salut du monde viendra par la technologie. Moi, en balance, j'aime bien mettre la phrase d'un philosophe, Walter Benjamin, qui appelait justement à un sursaut contre l'imaginaire technique. Et sa phrase, c'est: les révolutions ne doivent plus être les locomotives de l'histoire, mais ce par quoi on tire le frein. Donc, je pense que
pour beaucoup de choses, on est en capacité de pouvoir freiner ou de dire non, voilà, sur telle chose, et de se poser les questions tous ensemble. Merci.